Bonsoir à tous. Bienvenue ce soir pour le premier rendez-vous de Relange Bio en 2021. Cette conférence s'intitule Gérer la qualité de la ressource en eau au travers des pratiques de l'agriculture bio. Et, je vais me présenter, je suis Carole Tonin, je suis animatrice pour le groupe des agriculteurs bio dans les Vosges et l'association Bio en Grand Est. Cette conférence, vous pouvez y participer en posant vos questions par le chat et elles seront retransmises à notre invité, à notre intervenant. Elle prendra fin environ vers 21 h et elle est enregistrée, elle sera visible en replay. J'ai donc le plaisir d'accueillir ce soir Philippe Henry, président de l'Agence Bio et président de la commission économie et partage de la ressource en eau à l'Agence de l'eau Rhin-Meuse. Philippe, merci d'être là ce soir. L'eau est indispensable à la vie. Elle est omniprésente. Elle compose 65% du corps humain et recouvre 70% de la surface de la Terre. Elle est disponible en quantité strictement fixée. Et c'est donc une ressource convoitée à plus d'un titre, plus qu'une autre. Et la bonne gestion de l'eau est un enjeu majeur du développement durable. Merci d'être là pour en parler avec nous ce soir. Merci. Merci Carole, bonsoir à vous tous. Donc je voulais, oui, pour compléter la présentation qui a été faite, donc je suis avant tout agriculteur donc, dans la région de Lunéville, en bio depuis bien longtemps maintenant. Voilà, et donc je représente le réseau FNAB à l'agence de l'eau. Alors il faut savoir qu'il y a 6 agences de l'eau en France, et donc dans chacune de ces agences, il y a un représentant du réseau FNAB, et la mise en place du dernier comité de bassin, donc j'ai pris la présidence de la commission gestion quantitative de l'eau, sujet qui monte dans notre bassin, mais on va l'évoquer là tout de suite. On va évoquer aujourd'hui l'eau, bien sûr, et l'agriculture biologique, et on va le voir, c'est une solution efficace et durable. Il faut que ce soit efficace, évidemment, mais il faut que ce soit aussi durable, bien sûr, pour gérer la ressource en eau, pour la gérer sur 2 aspects, sur les aspects qualité et sur les aspects quantité. Sur les aspects qualité, vous n'êtes pas sans ignorer que nous avons un certain nombre de difficultés quant à la protection de la ressource en eau, difficultés qui viennent notamment d'un certain nombre de polluants chimiques, et dans ces polluants chimiques, on retrouve un certain nombre de polluants qui viennent de l'agriculture. On appelle ça dans notre jargon les pollutions diffuses agricoles, et on sait très bien, vous le savez, qu'un certain nombre de pesticides ou de nitrates se retrouvent dans l'eau et dégradent les captages, à tel point qu'on a déjà fermé un certain nombre de captages qui sont impropres à la consommation humaine. Donc on est obligé de procéder ainsi quand les choses sont trop graves. Alors j'évoque la question des pollutions agricoles, pollutions diffuses agricoles, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres pollutions au jour d'aujourd'hui qui touchent la qualité des eaux, notamment les pollutions médicamenteuses. On le voit de plus en plus, et on se rend compte qu'à la sortie des stations d'épuration, nous avons un certain nombre de molécules qui ne sont pas dégradées par les processus mis en œuvre dans les stations, et on retrouve des molécules médicamenteuses dans les eaux avec un certain nombre de problèmes. On a tous en tête les problèmes d'hormones, entre autres, qui ont une influence sur la vie des poissons, mais pas que. Et puis, donc ça, c'est un élément. Et puis, un troisième élément qui est une dégradation, alors qui touche la qualité de l'eau au travers de la dégradation des zones humides. En 2 mots, les zones humides sont des zones extrêmement précieuses, à la fois en termes de régulation de l'eau. C'est des zones qui stockent de l'eau à certains moments et qui les rediffusent à d'autres moments, par exemple en soutien d'étiage des rivières. Et puis, ce sont des zones où vous avez une biodiversité très importante, et c'est des milieux qui sont extrêmement importants à préserver, mais vous avez une dégradation alors qui vient de plusieurs faits. Il faut bien comprendre que c'est l'activité humaine dans son ensemble qui perturbe la qualité de l'eau. Ce qui perturbe les zones humides, c'est bien évidemment, la première chose qui nous vient en tête, c'est évidemment les problématiques de drainage. On a drainé énormément, notamment en Lorraine, sur des terres qui sont lourdes et argileuses. Donc on s'est prêté beaucoup à cette pratique pendant 40 ou 50 ans. Aujourd'hui, c'est des choses qu'on fait beaucoup moins. Mais c'est à l'évidence des éléments qui ont perturbé le cycle de l'eau et qui ont réduit
façon importante les zones humides. Mais il ne faut pas penser que ce n'est que l'agriculture. L'urbanisation est aussi un facteur de réduction des zones humides. Hein. Pour tout ça, pour vous dire, on est un petit peu tous responsables dans cette affaire. Donc il n'y a pas seulement que l'agriculture, il y a aussi quelque part nos modes de vie. Ça, c'est pour le premier défi. C'est un défi qui est vraiment au centre des préoccupations de l'agence, au centre de ce qu'on appelle la reconquête de la qualité de l'eau. Je vais évoquer bien évidemment tout à l'heure l'impact et l'intérêt de l'agriculture biologique là-dessus. Et puis nous avons un autre défi, qu'on avait, en gros, qu'on n'a pas trop vu venir. Je vais le dire comme ça, on savait depuis très longtemps qu'en Adour-Garonne ou en Rhône-Méditerranée-Corse, c'est le nom des deux agences qui sont dans le sud de la France, on savait que dans ces deux agences, il y avait des problèmes de gestion quantitative, et pas depuis hier, hein, depuis très très longtemps, depuis les aménagements sur le bassin méditerranéen, les aménagements hydrauliques sont très très vieux pour certains d'entre eux. Donc on avait bien connaissance de ça, mais jamais nous n'aurions imaginé être touché de cette façon dans notre bassin. On a eu une petite alerte en 2003, on se souvient tous de la canicule de 2003. Ouais, il a fait chaud, il a fait sec, on a été impacté évidemment en tant qu'agriculteur, mais on s'est un peu rendormi, et puis on s'est réveillé. On s'est réveillé avec notamment les 3 étés qu'on vient de passer. Alors on avait bien évidemment travaillé sur ces questions à l'agence, puisque le GIEC n'est pas nouveau, nous disait, nous racontait, mais ça c'était un peu théorique finalement dans nos esprits, nous racontait qu'il allait falloir faire quelque chose, que l'augmentation des gaz à effet de serre, que la baisse de la pluviométrie, enfin bref, que les choses allaient changer, mais quelque part, tant que vous n'êtes pas touché directement, que vous ne le constatez pas vous-même, oui, c'était théorique, mais enfin, bon, ça reste quelque chose qui est difficile à appréhender. Et puis, on vient de voir passer 3 étés compliqués. Alors, 3 étés sur le plan agricole, hein, tous les gens qui sont agriculteurs le savent bien, on se souvient de ces années de sécheresse qui sont compliquées à gérer pour tous. Mais c'est aussi des phénomènes de non-retour qu'on observe tous, notamment des débits d'étiage de nos rivières qui sont... On n'a jamais vu des débits aussi faibles. On n'a jamais vu de débits aussi faibles aujourd'hui en Lorraine. Et ce n'est pas spécifique à la Lorraine, hein, c'est vrai sur l'ensemble du bassin. C'est vrai sur le Rhin, par exemple, une rivière qui est alimentée par les Alpes. On voit des débits d'étiage qui sont tout à fait très très faibles, à tel point que la navigation sur le Rhin est perturbée en été, et pas qu'un peu. Voilà, on observe des choses comme ça, et puis on observe, alors les gens qui ont un petit peu plus l'œil rural, l'œil un petit peu dans la campagne, qui marchent, qui regardent, qui lèvent la tête dans les forêts, et ainsi de suite, s'aperçoivent bien que par exemple les arbres sont extrêmement touchés au jour d'aujourd'hui par la sécheresse. On ne voyait pas des espèces mourir comme on les voit mourir au jour d'aujourd'hui. Alors, je ne dis pas ça pour être alarmant, hein. Je dis simplement, ce sont des constats objectifs qu'on peut faire aujourd'hui. Vous vous apercevez que certaines essences, alors le cas de l'épicéa évidemment est marquant, on le constate tous, en tout cas sur le massif vosgien c'est prégnant. Mais on le voit même sur des forêts de plaine, sur des charmes, sur des chênes qui sont envahis de chenilles, et c'est pas pour rien qu'ils sont envahis de chenilles, c'est tout simplement parce qu'ils sont stressés, et c'est le stress hydrique, voilà. Et vous avez des essences telles que les hêtres également, qui sont, là on sait que cette essence est appelée à disparaître. Tout ça pour vous dire que nous sommes dans une situation où nous n'avons pas trop vu arriver ce problème, mais il est là vraiment depuis 3 ans. Et puis il va continuer, il va nous impacter, donc il faut qu'on réfléchisse aujourd'hui vraiment comment on va gérer cet aspect gestion quantitative de l'eau. Sachant que c'est une question très complexe, ce n'est pas qu'une simple question agricole, je vais y revenir, c'est vraiment plus compliqué que ça. Ce n'est pas qu'une simple question agricole, et c'est une question où il y a de multiples acteurs qui sont en cause. L'eau est un bien commun, et certains l'utilisent pour leurs activités économiques, d'autres l'utilisent simplement pour vivre, d'autres en font tourner leurs usines avec, d'autres ont des activités de loisirs avec. Bon, tous ces éléments-là sont à prendre en ligne de compte en termes de gestion quantitative de l'eau. Donc voilà, deux défis, qualité des eaux et quantité. Alors c'était la qualité qui nous focalisait jusqu'à présent, et aujourd'hui un deuxième défi, quantité d'eau. Je fais un petit détour rapidement, si vous voulez bien, sur comment s'organise la politique de l'eau. Alors, c'est simplement pour vous dire des noms que vous avez l'occasion peut-être d'avoir en tête, ou que vous avez éventuellement côtoyé, entendu, comment ils agissent, comment ils interagissent dans la politique de l'eau.
Alors en France, vous avez trois grandes structures ou trois grands groupes de structures qui interviennent sur la gestion de l'eau. Vous avez tout ce qui concerne la police de l'eau. Vous savez que l'eau est régie par un certain nombre de documents juridiques, en particulier le Code de l'environnement. Il est régi également, en tout cas nous sommes sous le coup d'une DCE, directive cadre sur l'eau, qui doit dater de 1992, si ma mémoire est bonne, qui encadre et qui demande à reconquérir la qualité de l'eau, les masses d'eau. Donc ça c'est le socle européen. Vous avez le Code de l'environnement au niveau donc français. Et pour appliquer ces politiques, vous avez ce qu'on appelle la police de l'eau. Alors tout un chacun la connaît peut-être pour par exemple, si vous allez donner un coup de pelleteuse dans un ruisseau, vous allez voir la police de l'eau débouler chez vous. Si vous révisez votre PLUI ou votre PLU dans votre commune, et bien la police de l'eau aura un avis à donner sur le document d'urbanisme que vous êtes en train de constituer. Donc voilà, vous avez un bras qui est en fait le bras de contrôle. Vous avez un autre élément donc, que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est l'agence de l'eau, qui est le bras financier de la politique de l'eau. Je m'y arrête un instant parce qu'elle vous concerne tous au travers de votre facture d'eau. Sur votre facture d'eau, vous regarderez, il y a une petite ligne et c'est marqué « Contribution à l'agence de l'eau Rhin-Meuse ». Et vous payez une taxe, alors une taxe qui est de quelques dizaines d'euros par foyer. C'est une taxe qui est non négligeable et qui sert à financer l'agence de l'eau. L'agence de l'eau, elle a donc ses revenus qui viennent de cette taxe-là, qui représentent à peu près 80% de ses revenus. Et puis, elle a également des revenus qui viennent des irrigants. Les gens qui irriguent de façon importante payent une redevance, et des industriels. J'en prends un qu'on connaît tous, c'est EDF. EDF qui prélève de l'eau pour refroidir ses centrales nucléaires, par exemple, paye une taxe, c'est le plus gros contributeur industriel à l'agence de l'eau. Alors, à quoi ça sert de collecter de l'argent? C'est évidemment pour le redistribuer. Alors, l'agence de l'eau Rhin-Meuse, c'est une structure donc qui collecte de l'argent, comme je viens de vous l'expliquer, et qui la redistribue au service de l'amélioration de la qualité de l'eau. Elle va le faire de plusieurs façons, sur plusieurs objets. Elle va le faire au travers de l'eau potable, de tout ce qui est aménagement du réseau potable. Elle va le faire au travers de tout ce qui est station d'épuration. Elle va faire sur tout ce qui est protection de captage, et c'est là qu'intervient la question de l'agriculture, tout ce qui est la préservation de la ressource pour l'eau potable. Et puis elle va également avoir une action autour de tout ce qui est gestion des milieux, renaturation des cours d'eau, préservation des zones humides. Il y a tout un volet qui a trait à cette fonction-là. Alors, en deux mots, les grandes masses, c'est beaucoup d'argent sur l'assainissement et l'eau potable. La majorité du budget, ça doit être quelque chose comme 60%, 55 ou 60% du budget de l'agence qui est consacré à ça. Et le reste, agriculture, industrie et zones humides qui se partagent le reste. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 150 millions tous les ans qui sont distribués sur l'ensemble du bassin. Le bassin Rhin-Meuse, c'est 6 départements. Je vous le fais très court parce que c'est évidemment, par définition, le bassin versant, donc ça ne recoupe pas les frontières administratives. Mais je vous le fais très court, c'est les 2 départements alsaciens. C'est les 4 départements lorrains, sauf un petit bout des Vosges et sauf un petit bout de la Meuse, et c'est les Ardennes et un bout des Ardennes. Voilà ce que c'est que l'agence de l'eau Rhin-Meuse. Mais il faut savoir qu'à l'échelle française, ce sont 2,2 milliards d'euros qui sont prélevés par les agences de l'eau et redistribués. Donc c'est un bras financier qui est important, qui est non négligeable, et alors il a une caractéristique tout à fait particulière, dans le sens où il est géré par ce qu'on appelle un comité de bassin. Un comité de bassin, c'est en gros tous les points de vue qui concernent l'eau sont rassemblés dans ce comité-là. Donc vous allez y retrouver des élus, vous allez y retrouver des industriels, vous allez y retrouver des agriculteurs, vous allez y retrouver des associations de pêche, vous allez y retrouver des associations environnementales, j'en oublie, enfin bref, vous retrouvez tous les gens qui sont de près ou de loin concernés par la question de l'eau. On a traditionnellement l'habitude d'appeler ça le Parlement de l'eau, et c'est intéressant. Sur un plan général, c'est intéressant ce débat autour de l'eau avec des points de vue très différents. Ça oblige chacun, en tout cas, c'est moi ce que j'en retire, c'est mon 3e mandat. Ce que j'en retire au jour d'aujourd'hui, c'est ça oblige chacun à dépasser son simple point de vue d'industriel, d'agriculteur, de citoyen, de collectivité locale. Ça oblige vraiment à monter d'un cran, et je pense que, en tout cas, l'état d'esprit qui règne à l'agence de l'eau Rhin-Meuse, c'est une agence qui est assez peu connue, mais en tout cas,
un excellent état d'esprit pour que chacun finalement élargisse son point de vue, et c'est extrêmement important sur une question de l'eau, et c'est extrêmement important sur les enjeux que je vous ai cités tout à l'heure, notamment pour la gestion quantitative. Et puis vous avez un troisième groupe d'administration, je vais le dire comme ça, qui interviennent sur l'eau, c'est les services de l'État, la préfecture. On sait par exemple les arrêtés sécheresse sont pris par les préfets. Vous avez la DREAL aussi qui intervient, un certain nombre de données sur les débits des cours d'eau, par exemple, viennent de la DREAL. Donc vous avez un certain nombre d'autres administrations qui interviennent également sur la politique de l'eau. J'arrête là parce que c'est très compliqué. En plus, en France, on est très très doué pour faire très très compliqué en matière administrative. Mais enfin, ça vous situe un petit peu qui fait quoi en termes de politique de l'eau. Je reviens sur ce que j'ai évoqué tout à l'heure, qui concerne la protection de l'eau, sur son aspect qualitatif. Et je reviens sur notamment tout l'intérêt de la bio. Alors, il faut savoir que il y a une dizaine d'années, on commençait à parler de l'agriculture biologique comme un bon moyen de protéger la ressource en eau, mais ce n'était pas quelque chose qui était vraiment ancré dans tous les esprits. Ça l'était évidemment dans le nôtre. Nous, producteurs bio, on en avait bien sûr conscience, notre réseau aussi, bien sûr. Mais en tout cas, l'idée n'était encore pas passée dans tous les esprits. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment, là, pour le coup, si on veut voir le verre à moitié plein, pour le coup, là, il y a eu un basculement où tout le monde a pris conscience que l'agriculture biologique avait tout son intérêt pour préserver l'eau et pour préserver la qualité de l'eau. Ça tient à quoi? Ça se tient essentiellement à son cahier des charges, le fait que nous n'avons pas la possibilité de dépendre des engrais minéraux, des engrais de synthèse, et le fait que nous n'avons pas la possibilité d'étendre des pesticides de synthèse, forcément, ne les entendant pas, nous ne les retrouvons pas dans l'eau, et l'eau s'en porte que mieux. Donc tout ça, tout le monde l'a très très bien compris. Je vous fais un petit détour sur la question de la chimie minérale. Pourquoi? Parce que, évidemment, il y a la chimie de synthèse, mais il y a aussi la chimie minérale. Et dans la chimie minérale, il se trouve que le cahier des charges bio autorise certaines molécules. Alors, les autorise parce qu'elles ont un impact, bien évidemment, bien moins fort que la chimie de synthèse, mais n'empêche que ce sont des éléments qui ne sont pas tout à fait neutres. Et j'en parle là parce que ça revient aussi dans les débats. Et notamment la question du cuivre. Alors, on n'est pas tellement concerné en Lorraine, on l'est évidemment beaucoup plus sur le versant alsacien, parce que la bouillie bordelaise, le cuivre, ce sont des produits qu'on utilise essentiellement sur la vigne, également un petit peu en arboriculture et en production maraîchère, mais c'est essentiellement sur la vigne. Et il y a une vraie question autour du cuivre, qui n'est pas un élément très très dangereux en tant que tel. La preuve, c'est que vous avez des canalisations en cuivre chez vous, dans vos maisons. Un certain nombre ont ça dans leurs appartements, donc c'est pas quelque chose qui est si dangereux que ça. Mais par contre, ça a un effet néfaste sur les sols, ça c'est sûr. Donc ce sont des éléments qui sont importants aussi à avoir en tête. Tout ça pour dire, on a dans notre cahier des charges, nous n'avons pas accès à la chimie de synthèse, et heureusement, et ça, il ne faut jamais que ça change, c'est vraiment le socle de base de l'agriculture biologique, et surtout, voilà, il faut que ça reste de cette façon-là, il n'y a pas de raison que ça change d'ailleurs, mais par contre, la chimie minérale n'est pas sans poser aucun problème, il ne faut pas non plus le dire comme ça. J'évoque le cuivre, mais vous avez également la question du soufre, de la même façon, qui est une molécule minérale, qu'on peut obtenir de façon minérale. Donc qui peut aussi à quelques moments poser quelques problèmes, mais qui ne sont de bien moins grande importance que les problèmes de pesticides ou les problèmes de nitrates. J'en profite là pour vous dire que les aspects nitrates sont des choses qu'on surveille depuis très longtemps, qui ont dégradé un certain nombre de captages, qui ont fait, notamment en Alsace, mais pas que, notamment en Alsace, qui ont fait qu'on a fermé certains captages, qu'on a raccordé certains réseaux d'eau à d'autres pour éviter de pomper sur certains captages. Il y a eu un certain nombre d'actions qui ont mises en place sur les nitrates pour stopper la hausse. En gros, les actions qui ont été mises en place ont grosso modo stoppé la hausse des nitrates dans les captages. Vous savez qu'au-dessus de 50 mg, vous fermez votre captage, c'est comme ça que ça marche. Donc on a stoppé la hausse d'une façon, voilà, à peu près. On n'arrive pas à redescendre, on arrive très très peu à redescendre au jour d'aujourd'hui, malgré les actions mises en place. On n'arrive pas à descendre, et on a un phénomène qui nous préoccupe beaucoup, qui est celui des étés très très secs, qui fait que vous n'avez plus de phénomène de dilution, ou que les phénomènes de dilution sont beaucoup moins importants. Donc quand vous avez des nitrates, on a par exemple, c'est flagrant aujourd'hui sur les cultures, les premières pluies qu'on voit revenir à l'automne,
font que les taux de nitrate dans les cours d'eau grimpent à des taux qu'on n'a jamais vus, hein, que l'agence de l'eau n'a jamais vus. Tout simplement parce que voilà, tout se concentre à un moment donné et ça a forcément un impact sur le milieu, et pas que sur le milieu, sur les captages aussi, bien sûr. Donc on a une vraie question, la qualité n'est pas indépendante de la quantité, il faut notamment le regarder au travers de l'aspect dilution. Hein. Quand vous avez des phénomènes de dilution, évidemment la pollution est moins prégnante, bien qu'il faille faire attention au fait que la pollution n'est pas forcément que corrélée à la concentration, mais qu'elle est corrélée aussi à un certain nombre d'autres facteurs, comme la présence de plusieurs molécules en même temps dans le même produit, dans l'eau en l'occurrence, ou corrélée par la fréquence de présence de ce produit-là. Donc voilà. Donc il y a un vrai lien entre quantité et qualité. Donc l'agriculture biologique, sur les aspects qualité, il n'y a pas à discuter, c'est flagrant, il faut qu'on arrive à développer plus. Mais alors ce qui se passe, ceux qui connaissent un peu le monde agricole, vous voyez bien que les captages dégradés ne sont pas les zones d'élevage, ne sont pas les zones de prairies permanentes. On n'a pas de captage dégradé au Toli ou à la Bresse. On a des captages dégradés dans la plaine d'Alsace, on a des captages dégradés dans le nord de la Meurthe-et-Moselle ou dans le centre de la Meurthe-et-Moselle, on a des captages dégradés dans la Meuse. Voilà, donc quand on a des captages dégradés, c'est souvent sur des zones agricoles très intensives. Et ce sont, pas paradoxalement, mais ça s'explique bien sûr, mais ce sont les zones où les conversions sont les moins importantes. Et donc ça pose un problème. Comment faire pour amener de l'agriculture biologique sur ces zones-là? Alors, si tant est qu'il faille l'amener, je pense que oui, mais avec une deuxième question derrière, c'est qu'il faut-il concentrer tous les moyens sur ces zones-là et les autres ailleurs ne bénéficieraient de plus rien ou en tout cas de moins. C'est un vrai débat, ça, démocratique, en tout cas qui mérite une discussion sur où est-ce que la puissance publique met les moyens sur l'agriculture biologique, est-ce qu'elle la met sur les endroits où elle a des problèmes, style les captages, voilà. Ou est-ce qu'elle la met partout en considérant que partout où il y a de l'agriculture biologique, ça bénéficie à la qualité de l'eau? Je vous avoue que c'est des débats qui sont toujours un peu compliqués. Il y a toujours un compromis entre ces deux aspects, mais c'est important de faire attention. En tout cas, moi, je porte ce message en permanence à l'Agence de l'eau. Attention, attention à ne faire que cibler l'agriculture biologique chez les endroits où on a des problèmes de qualité de l'eau ou sur des endroits bien précis. L'Agence, elle doit agir partout. Et globalement, aujourd'hui, partout, la qualité de l'eau, et je ne veux pas dire qu'elle est en danger, mais en tout cas, elle est mise sous pression. Ça, c'est clair, notamment par les pollutions diffuses agricoles. Le deuxième moyen, et je voulais l'évoquer parce qu'il dépasse un petit peu l'agriculture bio, mais la bio l'intègre de façon très importante, ce sont les prairies permanentes. Quand vous regardez ce qu'est la bio en France aujourd'hui, et c'est vrai pour le bassin de Rhin-Meuse de la même façon, grosso modo, plus des 2/3 des surfaces agricoles bio de France sont des prairies. Sont des prairies qui sont permanentes ou temporaires, et dans ces prairies, le gros volet, ce sont des prairies permanentes. Tout ça pour dire que ce sont les systèmes agricoles bio, notamment l'élevage des ruminants, utilisent les prairies permanentes, mettent en valeur des prairies permanentes on a passé notre temps à décrier ces prairies qui, soi-disant, n'étaient pas productives, ou peu productives, ou pas suffisamment productives, enfin bref, elles avaient plein de défauts. Sauf qu'elles ont plein d'atouts au jour d'aujourd'hui. Alors je le cite sur la qualité de l'eau, on s'aperçoit par exemple qu'en termes de nitrate, une prairie permanente, il n'y a pas de fuite de nitrate sous une prairie. Ou alors il faudrait mettre des sacs d'engrais les uns sur les autres. Enfin, vous voyez, c'est un truc de fou, quoi. Ça a une résilience considérable. Voilà. On sait tous aussi que sur les prairies permanentes, on n'y met pas de phyto. Donc quelque part, on a un vrai intérêt. Donc la bio a un vrai intérêt parce que ces systèmes ruminants permettent de valoriser les prairies permanentes. Mais il faut, dans le cadre de la protection de l'eau, sauver toutes les prairies permanentes. C'est-à-dire qu'il y a celles qui sont bien sûr exploitées par des bio, évidemment, mais il faut aller au-delà. Il y a aujourd'hui, il y a une grosse alarme, une grosse alerte autour des prairies permanentes. Et nous avons, alors ça tient à plein de facteurs, hein, dont la PAC notamment, enfin bref, il y a plein d'éléments. Mais nous sommes dans une situation qui me semble extrêmement grave, dans le sens où tout le monde sait qu'il faut les garder. Elles sont détruites de façon très importante, notamment sur la partie Lorraine, là où il en reste, pour faire court. Sur la partie Lorraine, ce sont des dizaines de milliers d'hectares qui dégagent tous les ans.
Donc c'est extrêmement inquiétant pour la qualité de l'eau, parce que quand elles sont retournées, c'est souvent pas pour faire des champs bio, hein, c'est souvent pour y mettre des nitrates et des pesticides, bien sûr, sur des cultures conventionnelles. Donc c'est un vrai problème de dégradation de la qualité de l'eau. Et moi, j'ai le sentiment qu'on n'a pas envie de regarder. On tourne pudiquement le regard et on tourne la tête pour ne pas regarder. Puis un jour, on va se réveiller, on va s'apercevoir qu'on a 200 ou 300 000 hectares qui ont disparu en l'espace de quelques années. Donc, c'est le grand danger du moment. C'est aussi une des batailles à l'Agence de l'eau. L'Agence de l'eau qui n'est qu'un élément hein, dans le monde agricole et n'a que ses petits moyens. Hein. On sait très bien que la PAC a un impact bien plus important que la politique de l'Agence de l'eau sur, par exemple, la préservation des prairies permanentes. Mais on essaye de mettre un certain nombre de dispositifs en place de façon à pouvoir les conserver, notamment, par exemple, aujourd'hui, par la mise en place de paiements pour services environnementaux. Certains d'entre vous ont dû entendre parler de ça, qui sont des paiements qui rétribuent l'agriculteur pour le fait qu'il préserve et qu'il contribue à la préservation du bien commun qui est l'eau. Alors ça peut être sur l'eau, ça peut être aussi sur d'autres sujets, hein, mais pour le coup, ce qui nous intéresse ici, c'est l'eau. Donc l'Agence de l'eau, par exemple, finance des PSE pour essayer de faire en sorte que les agriculteurs trouvent un intérêt à conserver leurs prairies permanentes. Mais c'est pas simple, hein, je vous avoue que c'est vraiment pas simple. C'est une conjonction on est dans un cercle vicieux, là, pour le coup, où on a passé notre temps à nous dire que c'était pas bien, les prairies. Vous avez l'imaginaire agricole qui a très très bien intégré ça. Donc lutter contre un imaginaire, c'est très très compliqué, vous le savez bien. Donc voilà, on est face à ces difficultés. Les prairies sont un patrimoine. Je n'évoque que l'aspect l'eau, j'évoquerai tout à l'heure l'aspect stockage de carbone un petit peu, mais voilà, pour ce truc. Et puis vous avez un troisième élément que je voulais évoquer avec vous, c'est celui du sol. Pourquoi ? Parce que, et ça c'est un élément un petit peu transversal qui tient à l'état d'esprit des agriculteurs bio d'une manière générale. Alors évidemment c'est d'une manière générale que je m'exprime là-dessus, mais quand même on le retrouve on le retrouve dans toutes les régions. Vous avez, comme vous ne pouvez pas avoir d'artifice avec la chimie de synthèse ou les engrais de synthèse, vous êtes obligé de tirer le meilleur parti de votre sol, de le penser sur un temps long, d'avoir dans votre façon de raisonner une question patrimoniale, pas au sens pécuniaire du thème, mais au sens de ce qui traverse les générations. Voilà, donc vous êtes obligé d'avoir cette vue-là si vous voulez, en agriculture biologique, gérer correctement votre sol. Donc vous avez une vision forcément à long terme. Je vais prendre un exemple qui dépasse la bio, mais qui illustre, qui est celui de l'érosion. Aujourd'hui, il y a des problèmes d'érosion à droite et à gauche. J'en profite pour dire que les prairies permanentes contribuent largement à la préservation de l'érosion. Donc on a des problèmes d'érosion à droite et à gauche, et on sait tous très bien que quand on voit couler de l'eau toute brune en bas de son champ, ce sont les éléments les plus fertilisants qui s'en vont. Donc vous êtes, et comme vous pouvez rien amener à part des engrais organiques, et les engrais organiques ne sont pas indéfinis, vous voyez bien que vous avez tout intérêt à raisonner l'ensemble de votre exploitation avec une composante sol extrêmement centrale qui fait que il faut que vous voyez à long terme votre façon de gérer votre sol. C'est important. Et c'est d'autant plus important que, on parlait de pas de temps et de patrimoine, d'autant plus important que nous perdons chaque année en France 1 mm de sol par érosion. Et il faut un siècle pour reconstituer 1 mm de sol. Il faut bien avoir ces deux éléments en tête qui nous montrent bien que le pas de temps n'est pas le même. Et quand j'évoque la question patrimoniale, c'est bien celle-là, c'est celle de préserver un bien qui servira à d'autres après nous, qui a servi avant nous, bien sûr, qui servira à d'autres après nous. Mais je crois que l'agriculture biologique, elle s'inscrit dans la façon de procéder, la façon de regarder, d'avoir une gestion globale de son entreprise, de son exploitation, fait que vous avez un regard tout à fait particulier, tout à fait central sur votre sol. Donc ça, c'est les atouts de la bio sur la qualité de l'eau. Le deuxième élément que j'ai évoqué tout à l'heure, très rapidement, qui est les questions de gestion quantitative de l'eau. Je vous ai dit que c'était quelque chose qui devenait de plus en plus prégnant. Et c'est quelque chose d'extrêmement complexe, et depuis que je m'y plonge, plus je m'y plonge et plus je trouve que c'est complexe, mais plus je trouve que c'est intéressant aussi.
avec une évolution qui est vraiment sous contrainte et sous incertitude, dans le sens où nous ne savons pas, et tous ceux qui s'intéressent au changement climatique savent très bien que nous avons de grandes incertitudes sur ce que sera la pluviométrie, donc la ressource, l'arrivée de l'eau chez nous, ce que sera la pluviométrie dans les années à venir. Ce que l'on sait, en tout cas ce que nous avions noté quand nous avons fait notre plan d'adaptation au changement climatique à l'agence, nous avons fait un plan dans ce sens-là. Nous avions travaillé avec le GIEC notamment sur ces sujets-là. Ce que nous savons, c'est que notre région va bénéficier de 40% de pluviométrie en moins. Et je dis ça parce qu'aujourd'hui, vous avez dans les raisonnements que vous entendez à droite et à gauche, les gens disent « Ah ben, il suffit de stocker de l'eau en hiver quand il y a beaucoup d'eau et puis de la restituer l'été quand on a besoin et qu'il n'y en a pas beaucoup et on aura réglé le problème. » Sauf que c'est plus compliqué que ça, dans le sens où on a une vraie incertitude sur la quantité d'eau dont on va disposer dans le futur. Donc ça, c'est le premier élément. Il y a vraiment, et ça pour le coup, c'est de la prévision. Donc la prévision, par définition, elle peut être fausse. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête. Nous ne sommes pas certains, et je dis ça parce que il faut bien regarder quelles données on prend quand on fait des études de quelle est la ressource. Quelles sont les données? Est-ce qu'on fait des moyennes sur 30 ans? Est-ce qu'on fait des moyennes glissantes sur les 10 dernières années? Est-ce qu'on fait des moyennes sur les 3 dernières années qu'on vient de connaître? Vous voyez, il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut prendre en compte. Il y a une vraie question autour des données et autour de quelle valeur on retient pour savoir quelle va être notre ressource. Mais là, pour le coup, il y a une vraie incertitude. Vous avez un contexte économique, un contexte territorial, on va dire, qu'il faut bien évidemment prendre en compte. Je citais tout à l'heure la question des centrales nucléaires. Alors, elle impacte moins la quantité que le réchauffement de l'eau, puisque les centrales nucléaires ne consomment pas d'eau en tant que telle, ou un petit peu par évaporation, mais globalement, elles rejettent ce qui entre ressort, mais ressort plus chaud. C'est comme ça que ça marche. Mais en tout cas, vous avez un certain nombre d'industries qui utilisent de l'eau. Donc, vous avez, et vous savez bien que les papeteries, par exemple, je prends l'exemple de papeterie, mais vous en avez plein d'autres, hein, l'industrie agroalimentaire, entre autres, utilisent beaucoup d'eau. Donc, vous avez un contexte industriel qu'il faut prendre en compte dans ces aspects quantitatifs. Et c'est tout un travail qui est mis en place notamment par les industriels à l'agence de l'eau pour mettre chez eux des systèmes souvent de recyclage d'eau. En fait, le gros levier qui est utilisé par les industriels pour gérer l'eau et pour arriver à en être moins dépendant, c'est de recycler l'eau. C'est de mettre tout en place un recyclage d'eau. Alors c'est vrai pour les papetiers, c'est vrai dans un certain nombre d'industries, mais tous les projets qui sont soutenus par l'agence sont des projets d'économie d'eau au travers notamment de recyclage. Il y a cet aspect recyclage et puis il y a les process aussi qui évoluent. Donc ça, c'est un élément important. Vous avez la question domestique. Et je m'arrête à celle-là parce que c'est celle qui nous concerne évidemment tous. Et on consomme en France, l'ordre de grandeur, ça doit être quelque chose comme 100 mètres cubes d'eau, 100 mètres cubes d'eau pour une famille de 4 personnes, en gros. A-t-on besoin de 100 mètres cubes d'eau, 100 mètres cubes d'eau potable, c'est-à-dire qui sont mises au niveau de qualité donc potable, extrêmement contrôlée. L'eau potable en France, c'est le produit alimentaire le plus contrôlé et de très loin. A-t-on besoin d'autant d'eau potable dans nos habitations? Je suis à peu près convaincu que non, que nous la gâchons. Et nous la gâchons pourquoi? Pas parce qu'on en a toujours eu sans aucune difficulté. C'est d'ailleurs un problème de notre bassin, c'est qu'on a eu de l'eau à profusion tous les uns les autres, donc on ne s'est pas trop préoccupé. Mais il y a une vraie question autour de la gestion, enfin en tout cas des aspects domestiques. Je pense qu'on est capable de faire de très gros efforts et il y a des initiatives. Alors je pense notamment à ce que font les Allemands, pas très loin de chez nous, où vous avez de la gestion d'eau pluviale partout. Tout le monde récupère son eau pluviale, beaucoup de gens ont des doubles circuits, enfin bref. Vous avez et puis vous avez un certain nombre on doit être capable d'économiser aussi un certain nombre de mètres cubes d'eau. Ça coûte très cher l'eau, hein. Ça coûte très cher la capter, la traiter, la mettre dans les tuyaux, ça coûte très très cher. Donc il faut qu'on ait ce réflexe-là en termes de gestion domestique. Et puis, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a une gestion qui est encore mal adaptée, tout simplement parce que nous n'avons jamais eu de robinets qui se sont fermés
ou qui n'ont plus coulé. Ou en tout cas, quand ils n'ont plus coulé dans certaines communes, on a vite trouvé une autre solution. Mais en tout cas, il n'y a jamais eu de pénurie suffisamment importante que pour qu'on s'inquiète du fait que l'eau du robinet pourrait se raréfier. Nous avons une gestion importante aussi dans la gestion quantitative. Il faut imaginer aussi la difficulté, en tout cas la problématique du cycle de l'eau et du grand cycle de l'eau. C'est-à-dire que vous avez donc ce que j'évoquais tout à l'heure, des zones, je prends les zones humides comme exemple, ça va vous parler. Les zones humides sont un tampon qui stocke de l'eau à un moment et qui la restitue à un autre. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était un bon moyen de régulation, mais que ces zones étaient en danger, en fragilité. Vous avez aujourd'hui, ce que j'expliquais tout à l'heure, des débits d'étiage qui sont particulièrement bas, chose que nous n'avions jamais connue. Nous avons des débits de la Moselle à tel point que EDF est très inquiet, par exemple, très inquiet. Tous les gens qui connaissent le barrage de Pierre-Percé savent très bien que le barrage de Pierre-Percé n'a jamais été aussi vide et tout le monde s'inquiète un petit peu de cette situation compliquée. Et puis, vous avez la question du stockage de l'eau qui n'est vraiment pas si simple. Je le résumais tout à l'heure par la phrase « stockons en hiver pour relarguer en été », sauf que c'est beaucoup plus complexe que ça. Je vais vous en donner un exemple tout de suite. Stocker de l'eau, je vais prendre un exemple, stockons de l'eau en surface. Si vous stockez de l'eau en surface, vous avez de l'eau, pas de problème. Quand il fait 40 degrés en été, et malheureusement, nous avons des étés aujourd'hui où les jours à 40 degrés, on les compte par dizaines. L'évapotranspiration est extrêmement importante. C'est-à-dire que vous perdez de l'eau de façon extrêmement importante. Donc c'est un vrai sujet. Ne vaudrait-il pas mieux que l'eau s'infiltre mieux et que quelque part on la stocke sous terre, quitte à la pomper à certains moments pour la réutiliser, mais ça serait peut-être moins idiot, entre guillemets, si tant est que les sols puissent le permettre, que de stocker, que de faire ce qu'on appelle des bassines, en tout cas ce qui se fait dans certaines régions. Donc il y a une vraie question à se poser sur l'intérêt de ces stockages d'eau, non pas qu'ils sont totalement inutiles et qu'il faut être contre, c'est pas ça que je dis. Je dis simplement qu'il faut réfléchir très en amont à ces stockages, qui sont les solutions qui viennent à l'esprit de tout le monde, sauf que la question est beaucoup plus complexe que ça. Et puis, autre aspect qu'il faut prendre en compte, c'est le fait que vous allez consommer des terres agricoles, forcément. Quand vous allez construire une retenue d'eau, vous allez consommer de la terre agricole. Donc, c'est un élément qu'il va bien falloir prendre en compte aussi dans ces aspects-là. Donc, voilà les contraintes à laquelle on est soumis. Alors, la bio, comme solution à la gestion quantitative de l'eau. Alors déjà, pour situer, j'aurais pu vous le dire en départ, mais je le fais maintenant, 70% de la consommation d'eau, elle est agricole. Et cette consommation d'eau, elle sert à entre 1,5 et 2 millions d'hectares au jour d'aujourd'hui. Je rappelle qu'il y a 27 millions d'hectares de SAU en France. Donc tout ça pour vous dire que même si nous multiplions par 2, par 3 ou par 4 les retenues d'eau, la possibilité d'utiliser de l'eau, nous n'aurons pas encore irrigué toutes les terres agricoles françaises. Vous voyez l'impact. Là, l'irrigation, c'est un élément du débat, mais le débat ne se résume pas à ça, loin de là. Hein, vous voyez un petit peu la proportion. Donc, l'agriculture qui est le plus gros consommateur, mais finalement qui irrigue aujourd'hui en France assez peu d'hectares globalement. Quels sont les leviers? Le premier levier, c'est celui d'atténuer, parce qu'évidemment, plus nous allons gagner des degrés, plus nous allons monter en termes de réchauffement climatique, et plus nous allons avoir besoin d'eau. En termes d'évapotranspiration, il y a un chiffre qui m'a surpris l'autre jour, mais qui m'a vraiment étonné. Je suis allé le vérifier pour être sûr de ne pas raconter de bêtises, mais il est absolument vrai. 1 degré supplémentaire contribue à 70% d'évapotranspiration supplémentaire. À chaque fois qu'on va gagner 1 degré, il nous faudra 70% d'eau en plus. Donc il y a un enjeu. L'enjeu n'est pas seulement de s'adapter, il est aussi d'atténuer. Alors évidemment, la question de l'atténuation, elle est mondiale, elle dépasse évidemment nos exploitations et même la France qui ne représente que 1% des terres émergées, mais n'empêche que la vraie question, elle est là, c'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on atténue. Si nous n'atténuons pas,
nous courons un grand danger et nous aurons du mal à mobiliser toute l'eau nécessaire pour assurer nos activités dans le futur. Donc il y a un vrai intérêt là-dessus. Et pourquoi j'évoque l'atténuation? Parce que l'agriculture biologique, alors là, elle a un impact très fort. Elle a un impact très fort, pourquoi? Parce que en agriculture, le premier gaz à effet de serre, ce n'est pas le CO2. Le CO2, ça représente 10% du gaz à effet de serre produit par l'agriculture. Les deux gaz à effet de serre principaux, c'est le protoxyde d'azote, 50%, et le méthane. Et l'agriculture biologique, eh ben, elle n'épand pas d'engrais de synthèse, elle n'épand pas d'ammonitrate pour faire simple. Et cet engrais-là est extrêmement, et a un pouvoir, comment dire, un effet de serre, produit un effet de serre extrêmement important. Le protoxyde d'azote, c'est 300 fois l'effet de serre du CO2, pour vous donner le ratio. Donc on est là, on a, nous en agriculture, une vraie responsabilité sur nos engrais azotés. Et le fait que les gens passent en bio n'utilisent plus ces engrais, on résout une bonne partie du problème. S'il y avait un conseil à donner à un agriculteur qui voudrait, parce qu'il a envie d'être citoyen et de s'impliquer dans l'atténuation, je parle au-delà de l'agriculture biologique, si on a un conseil à lui donner, c'est évidemment de réduire un petit peu la consommation de gasoil de son exploitation, mais c'est surtout de lui dire: mais 20% d'engrais en moins, tu auras à peu près le même rendement, mais alors ton impact, il sera multiplié par 10 ou par 20 par rapport à ton impact sur ton gasoil. Donc il y a un vrai enjeu là, et évidemment la bio est tout à fait bien placée sur ces questions-là. Donc sur ces questions d'atténuation. Donc ne jamais perdre de vue ces aspects atténuation qui sont essentiels, parce que sinon on courra après l'eau et on n'y arrivera pas. Donc voilà, il faut quand même avoir bien conscience de ces aspects-là. Il faut avoir bien conscience aussi que nous appliquons en agriculture biologique des solutions fondées sur la nature. Alors c'est un grand terme qui revient dans tous les rapports concernant l'environnement, les solutions fondées sur la nature. Avant qu'on en parle, on le faisait. Et on le faisait pourquoi? Parce que, encore une fois, n'ayant pas d'artifice pour produire du lait, des céréales, des œufs et je ne sais quoi d'autre, des fruits, des légumes, du vin, n'ayant pas d'artifice, il a bien fallu qu'on construise des systèmes qui étaient fondés sur la nature. Et un des premiers systèmes fondés sur la nature, ce sont nos rotations. Et un des premiers systèmes, et le fait de réfléchir en système fondé sur la nature, c'est de se dire, c'est d'avoir toujours à l'idée, je vais cultiver ce que mon sol est capable de produire, je ne veux pas adapter mon sol, puisque je ne peux pas, je n'adapte pas mon sol pour qu'il puisse produire ce que j'ai envie de produire. Non, je m'adapte à mon sol, et ce n'est pas le contraire. Donc nous, on l'applique en agriculture biologique, évidemment, depuis bien longtemps, depuis toujours. Donc cet aspect-là est très important aussi en termes d'atténuation, dans le sens où nous avons forcément tout de suite le réflexe d'espèces qui consomment moins d'eau, de rotation allongée, d'adaptation des plantes à nos sols. Et puis on sait faire. Hein, alors, dans le conventionnel, c'est un petit peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que vous avez toute une structure dans les filières qui vous finalement n'offre pas les débouchés à certains produits. Je vais prendre la question des protéagineux pour faire court, très très court. Dans la fabrication traditionnelle d'aliments du bétail, en gros, les pois, les févroles, ça fait chier. Pour faire très très simple, on utilise du soja. Ces plantes-là nous embêtent. Donc on aime bien faire on met du maïs, on met du soja et on fabrique de l'aliment du bétail, et ça va très très bien comme ça. En agriculture biologique, on a construit des systèmes où on incorporait ce qu'on produisait. Et donc on a des formules, un certain nombre de formules, par exemple pour nourrir des poules pondeuses, où on incorpore des févroles, des petits pois, du tourteau de tournesol, un certain nombre d'autres produits, de coproduits, parce que voilà, sur nos fermes, de toute façon, agronomiquement, il faut qu'on cultive ces plantes-là. On ne pourrait pas faire demain que du maïs et du soja, par exemple, sur nos fermes, même si on avait de l'irrigation pour réussir ces deux cultures. En bio, ça ne marche pas. Et puis, je voulais également, dans un second temps, évoquer la question de la gouvernance et du partage de l'eau. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est conflictuel dans un certain nombre de régions. C'est conflictuel. Pourquoi? Parce que c'est mal réfléchi, parce que c'est porté par une seule catégorie d'acteurs, souvent les agriculteurs d'ailleurs. Je ne leur jette pas la pierre, mais surtout souvent c'est ça. Donc il y a une vraie réflexion à avoir sur la gouvernance de l'eau. Il faut absolument que les gens s'emparent de cette question
et que tout le monde s'intéresse à tous les sujets. J'évoquais tout à l'heure l'intérêt du comité de bassin. C'est pareil localement, il faut que tout le monde s'empare de tous les sujets, de l'eau domestique, de l'eau agricole, et qu'elle soit gérée de façon démocratique et qu'elle ne devienne pas quelque part qu'il n'y ait pas d'accaparement privé de l'eau demain, notamment au travers de la gestion quantitative. Voilà, cette diapo, elle reprend, mais je ne vais pas m'arrêter dessus, elle reprend un petit peu les éléments que je vous ai donnés avec le troisième point sur lequel j'insistais tout de suite, qui est celle du dialogue territorial, et nous avons la chance de ne pas être complètement le couteau sous la gorge aujourd'hui en rameuse là-dessus. Donc nous avons le temps, entre guillemets, en tout cas, d'avoir une certaine méthodologie pour que nous ne nous embarquions pas dans des projets qui soient conflictuels, qui ne soient pas partagés. Voilà. Donc là, j'évoquais, enfin pour conclure, évoquer ces questions des retenues d'eau, parce que je sais que c'est quelque chose qui forcément marque les esprits. Donc pour résumer, j'ai déjà apporté un certain nombre d'éléments sur ces aspects-là, en rappelant qu'il ne faut rien s'interdire, et il ne faut pas forcément s'interdire les retenues d'eau, mais si nous avons besoin de faire des retenues d'eau, il faut intégrer une vue globale et de long terme, une vue globale et de long terme sur la ressource, une vue globale et de long terme sur l'utilisation. Il faut associer, c'est ce que je viens de dire, l'ensemble des acteurs d'un territoire sur ces questions-là. Il faut avoir une démarche coût-bénéfice, c'est-à-dire on a trop de projets sur lesquels on est trop peu clair sur les coûts-bénéfices. Finalement, est-ce que c'est bien nécessaire de faire cette retenue? À qui ça va profiter? Pourquoi faire? Et dans quel objectif? Et puis enfin, il faut mettre en place une gouvernance multi-acteurs, c'est ce que je viens d'évoquer. Voilà les quelques éléments que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui. Il y a sans doute plein de choses qu'on pourrait rajouter, mais je laisse place à vos questions et à vos remarques, à vos compléments sur ce sujet passionnant. Merci pour tous ces apports, ce panorama des acteurs. Et je vais passer tout de suite aux questions. Il y a 3 questions pour l'instant. La première, c'est avez-vous une idée des volumes d'eau bloqués par la fermeture des captages? Ah non. Non, le volume d'eau dont on se prive, c'est ça, enfin je le traduis comme ça, c'est bien ça la question. Oui, je pense dont on se prive en fermant les captages. Non, j'ai pas d'éléments sur ces éléments. Il y a pas mal de choses sur le site de l'agence de l'eau. Pour le coup, si ça se trouve, il y a des éléments. Alors sur le nombre de captages, c'est sûr qu'il y a des éléments. Sur les débits, parce que ça correspond évidemment, les captages n'ont pas tous les mêmes débits. Donc voilà, sur cette question-là, non, je ne peux pas répondre. D'accord, merci. La seconde question, Philippe, tu parles des eaux de surface, mais qu'en est-il de l'état des nappes? Ah, bonne question. L'état des nappes, eh bien, évidemment, il y a la question des nappes souterraines. Alors, c'est toujours délicat parce que les nappes, elles se rechargent plus ou moins vite suivant leur profondeur, en général, suivant la nature des sols, bien sûr, et suivant leur profondeur. Donc, on a des nappes superficielles aujourd'hui qui accusent nos 3 étés secs, hein, clairement. Clairement, on le voit au jour d'aujourd'hui, elles remontent, mais elles se redéchargent très très vite. Enfin bref, donc là, les nappes souterraines superficielles sont impactées au jour d'aujourd'hui par nos 3 étés secs. Ça, c'est une réalité. Les nappes beaucoup plus profondes ne le sont pas. Alors, sachant qu'on a dans la rameuse deux problèmes. On a une grande nappe qui est celle de la nappe du Rhin, qui est donc alimentée par les Alpes, qu'on pensait inépuisable et inusable, et on est en train de se rendre compte que ce n'est pas tout à fait vrai. Donc il y a une vraie question sur la nappe d'Alsace. La première problématique de la nappe d'Alsace, c'est sa pollution. Elle est relativement polluée, donc c'est ça. Mais il y a quand même un aspect quantitatif. Et puis il y a évidemment une dont vous avez, je pense, entendu parler, en tout cas pour certains d'entre vous, c'est la nappe des grès du Trias inférieur, qui recouvre une grosse partie de la Lorraine, hein, qui est en dessous d'une grosse partie de la Lorraine, puisqu'elle s'étend des Vosges, du sud des Vosges quasiment, jusqu'au pays minier, donc jusqu'à la frontière belge et allemande. Donc c'est une énorme nappe qui se recharge très lentement, qui est profonde, et c'est un gros enjeu au jour d'aujourd'hui, gros enjeu parce que tout le monde pompe dedans. Alors il y a des cas emblématiques hein, que vous connaissez bien dans les Vosges, hein, avec Vittel bien sûr, mais pas que, hein, je ne dis pas ça pour dédouaner Vittel, mais parce qu'il y a une vraie problématique autour de cette question-là, mais en tout cas, c'est aussi tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'eau potable qui est pompée dans cette nappe, par exemple.
beaucoup de syndicats des eaux vont pomper dans cette nappe, à commencer par le mien ici en Meurthe-et-Moselle. Donc c'est une nappe qui se recharge très lentement, et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on a un déficit. C'est pareil, vous l'avez sur le site de l'agence, j'ai plus le chiffre en tête, mais il y a un déficit qui est important de la nappe des grès, et c'est un vrai problème. Merci. On a aussi une question, tu parlais de Vitel, on a une question sur la page Facebook. Vous pouvez poser aussi vos questions sur la page Facebook. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? C'est quelqu'un qui nous parle de la question du programme AgriVert qui était censé protéger la ressource en eau. Est-ce que tu veux bien en parler un peu? Je ne suis pas spécialiste, je suis pas du tout spécialiste de cette zone de Vitel et d'AgriVert. Alors je vois que ce qu'est AgriVert, mais il y a peut-être des gens qui peuvent parler de cette zone mieux que moi. Je pense à François peut-être, qui peut l'évoquer plus facilement que moi. C'est un sujet que je maîtrise pas complètement. Les sujets sont un peu liés. Quand on parlait tout à l'heure, la question qui était posée sur le fait que les eaux de surface n'étaient plus disponibles pour les populations, donc obligeaient finalement, parce que polluaient, et obligeaient finalement les collectivités à pomper dans les nappes. Ça rejoint la question de Vitel, où on a un industriel qui vend beaucoup d'eau parce que des gens boivent de l'eau achetée en bouteille parce qu'ils n'ont pas confiance dans la qualité de l'eau qui leur est servi. Donc les choses sont très liées, quoi. Et si on ne sait pas restaurer très rapidement les eaux de surface disponibles, on asséchera de plus en plus les nappes profondes qui ont, pour certaines, quelques centaines ou milliers d'années de temps de recharge, quoi. Donc ça, c'est un vrai problème, quoi. Quelle proposition de gouvernance collective pour une gestion citoyenne aurais-tu en tête, selon toi? Alors, je pense qu'il faut alors se met en place au jour d'aujourd'hui suite à un rapport d'un préfet qui s'appelle le préfet Biche, qui a fait tout un travail sur justement la gouvernance de l'eau. Entre autres, il l'a fait sur ça, mais sur d'autres sujets également, mais sur la gouvernance de l'eau. Et on remarque à chaque fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, à chaque fois qu'on a eu des projets qui étaient portés notamment par le secteur agricole et que par le secteur agricole, on tourne à la catastrophe à chaque fois. Parce qu'on n'a pas de partage, des objectifs, de l'intérêt, des objectifs, et avec toujours cette question, je l'ai évoqué tout à l'heure, d'accaparement, c'est-à-dire qu'après, il y a des droits d'accès à l'eau. Des droits d'accès à l'eau, ces droits d'accès à l'eau, ils sont comment? Ils sont publics, ils sont privés, vous voyez, c'est des questions qui arrivent derrière, et puis on peut aller encore plus loin, ils sont publics, et s'ils deviennent privés, ils sont marchands, enfin, vous voyez, on peut aller très très loin. C'est des tentations et c'est des choses qui existent par ailleurs. C'est pas, si je dis ça, c'est pas tout à fait que théorique. Donc il y a une vraie question à se poser et à mon sens, il faut que la gestion soit une gestion publique. Nous devons mettre en place des gestions publiques de l'eau. Quand je dis une gestion partagée, c'est-à-dire que sous l'égide, il faut que soient partie prenante les collectivités publiques, il faut que soient partie prenante évidemment les agriculteurs, il faut que ce soit partie prenante les gens du territoire. Vous voyez, si nous n'arrivons pas à avoir 3 ou 4 groupes différents qui se posent la question de l'eau sur leur territoire, et d'ailleurs la question elle dépasse la question quantitative, il faut aller au-delà, c'est-à-dire que finalement c'est la question de l'eau dans son ensemble. Il faut absolument avoir une gestion publique de l'eau, c'est absolument central. Si nous ne faisons pas ça, nous allons au-devant de grands problèmes où il y en a qui auront de l'eau, puis il y en a qui n'en auront pas. Si vous regardez l'histoire, regardez les droits d'eau des moulins au Moyen-Âge. Quand vous regardez cette législation ancienne, pour ceux qui aiment l'histoire, ça a fait l'objet de batailles rangées. Ça a fait l'objet parce que c'était et parce que c'était privé. Il a fallu trouver des solutions. Pourquoi? Parce que le meunier, le moulin, avait un droit privé. Ça a posé plein de problèmes. Merci. Une question également. Selon toi, si tout était mis en place du jour au lendemain pour stopper la pollution de l'eau, combien de temps serait nécessaire pour retrouver une qualité de l'eau correcte, approximativement? Alors sur les nitrates, ça irait très très vite.
Sur les nitrates, ça irait très très vite. Alors suivant la nature des sols, évidemment, ça relargue plus ou moins vite, mais en gros, on aura en quelques années, très très rapidement, on aurait des résultats très très tangibles. En 3-4 ans, on aurait des résultats tangibles sur les nitrates, ça c'est certain. Sur les pesticides, c'est beaucoup plus compliqué parce que ces cochonneries de pesticides, ils se stockent dans le sol et puis ils sont relargués. Et puis en plus, ce ne sont pas exactement les mêmes molécules. Vous avez donc, on retrouve, et on est bien placé. Moi, j'ai en tête, je reviens à la bio, moi j'ai en tête des analyses sur lentilles de lindane. Le lindane, c'est interdit depuis 30 ans, ou 40 ans, enfin c'est interdit depuis des analyses de lindane, et le lindane diminue de moitié en quantité dans le sol tous les 30 ans. Sa période est de 30 ans. Donc, vous voyez, on peut arrêter tout de suite, on va avoir sur un certain nombre de molécules une efficacité immédiate, ça c'est sûr. Sur d'autres, nous aurons encore des problèmes, nous retrouvons encore plein d'atrazine dans les captages. L'atrazine qui a été un désherbant du maïs pendant très très longtemps, qui est interdit depuis 25 ans au jour d'aujourd'hui, l'atrazine est encore très largement dans les captages. Ce n'est pas une raison pour ne pas arrêter tout de suite. Donc on continue à encourager, selon toi, les conversions vers l'agriculture bio sur tous les territoires. Absolument. D'accord. Est-ce que nous n'avons pas de questions supplémentaires pour l'instant. On a bien compris que la qualité était liée à la quantité et merci d'avoir fait ce lien avec nous. Qu'il y avait des enjeux de court terme et de long terme et qu'il était question de préserver un patrimoine, le patrimoine de l'eau et du sol également, puisque tu nous as dit que l'eau était liée au carbone, hein, c'est ça? Tu veux nous en parler un peu plus ou pas? Non, j'avais évoqué au travers des prairies permanentes. Les prairies permanentes sont un excellent moyen de préserver la ressource en eau, et ça, il n'y a pas photo. Mais les prairies permanentes ont un autre atout qui dépasse le débat d'aujourd'hui, mais qui finalement, l'autre atout, c'est qu'un stockage formidable de carbone. Il faut savoir que vous avez, sous une prairie permanente, vous avez 60 tonnes de carbone. Sous une terre labourable, vous avez 30 tonnes. Et sous une forêt, 100 tonnes. Voilà. Pour vous donner les... Voilà. Donc, quand on parle de stockage de carbone, il n'y a pas besoin quelquefois de mettre des techniques bien compliquées en place. Nous avons déjà un stockage efficace au travers de nos prairies permanentes. Et quand vous les retournez, vous imaginez, hein, quand vous retournez une prairie permanente, vous imaginez la catastrophe, ça repart dans l'air. Hein. Et souvent, le stockage du carbone est lié au stockage de l'eau. C'est-à-dire, on parle de matière organique, et donc, voilà. Et là, on rejoint l'aspect des bassines et de la nécessité d'augmenter le taux de matière organique dans le sol pour éviter justement d'être obligé de mettre des bassines en place. Alors, je vois aussi qu'on a une autre question qui est un peu dans le même ton, qui parle de l'artificialisation des sols, donc au travers des constructions et des zones d'activité. Alors, faut-il inciter finalement à stocker l'eau qui ruisselle sur ces surfaces ou pas, quoi? Il faut désimperméabiliser ces surfaces. Et c'est d'ailleurs tout un travail qui se met en place à l'agence. Aujourd'hui, je vais prendre un exemple qui est symbolique. Aujourd'hui, nous donnons des subventions pour désimperméabiliser les cours d'école. On a des projets, notamment sur Strasbourg. J'ai en tête le dossier de Strasbourg, mais il y en a d'autres. On a des projets pour désimperméabiliser. Ce qui est important, c'est pas que ça ruisselle, c'est que ça rentre dans le sol. L'eau n'est jamais mieux stockée que quand elle est rentrée dans le sol. Il faut bien avoir ça en tête. Très bien, c'est assez clair, merci. François, tu voulais dire autre chose? Oui, en fait, il y a une question qui arrive aussi, qui parle des toilettes sèches. Est-ce que la mise en place de toilettes sèches généralisées en France économiserait suffisamment d'eau? Question précise. Oui, bonne question. Bonne question. On l'avait évoqué un petit peu en boutade à l'agence parce que tout le monde n'est pas comment dire, ouvert à cette question, enfin n'est pas prêt à aller jusque-là. Hein. Clairement, quand vous savez bien, hein, tout le monde n'est pas prêt à aller jusque-là. Mais je pense que ça serait, alors pour le coup, ça serait un formidable levier en matière domestique puisque la moitié de l'eau part dans nos toilettes. Tout à l'heure, si je peux me permettre, il y avait une question sur AgriVert et voilà, j'ai pas répondu, tout au moins le micro marchait pas. La réponse est en fait que AgriVert, ça montre
qu'avec une volonté, là on est sur la volonté d'un industriel local qui met les moyens et qui arrive finalement à impacter sur le modèle agricole et tout. Ce qui choque un peu les paysans, cette obligation et cette soumission à un industriel. Mais bon, dans la technique, par contre, voilà, ça veut dire qu'avec une volonté, avec des moyens mis, voilà, on arrive à une vraie solution, un vrai impact sur l'eau, replantation de haies, plus de prairies, diversité des cultures. Voilà, il y a tout de même les moyens d'avancer assez rapidement. C'est plus une question de volonté et de moyens qu'autre chose. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non. Moi, j'avais peut-être une dernière question pour toi, Philippe. Selon toi, finalement, être confronté, enfin être dans ce cadre de changement climatique, pour toi, sur une vision à moyen long terme, est-ce que c'est plutôt une opportunité ou une menace? Moi, je le vois comme une opportunité, une formidable opportunité, parce que on est sous la contrainte du changement. On est obligé de changer. N'importe quel paysan, je prends le côté agricole, n'importe quel paysan aujourd'hui sait très bien que son système, il va être remis en cause. Donc voilà. Donc, je pense qu'il faut se saisir de cet état d'esprit qui s'ouvre aujourd'hui chez les agriculteurs pour porter un autre message et changer nos systèmes. Nous serons résilients en matière agricole quand nos territoires seront diversifiés et que nous aurons de la matière grise. Je mets les deux en parallèle volontairement parce que je vous ai évoqué tout à l'heure les aspects d'incertitude. On a beaucoup de choses donc on ne sait pas, on ne peut pas prévoir, c'est difficile à prévoir. Qu'est-ce qui marchera, qu'est-ce qui ne marchera pas, c'est difficile à prévoir. Par contre, si nous avons des territoires diversifiés et si nous avons une population agricole suffisamment nombreuse que finalement pour trouver les solutions, hein, c'est sur le terrain aussi qu'elles se trouvent les solutions, bien sûr, et là nous trouverons des solutions. Le grand danger qui nous guette, et c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on se trompe de virage, c'est que plus nous allons agrandir nos exploitations et les spécialiser, et plus nous serons fragiles en termes de résilience au changement climatique. Allons à l'autre bout de la planète en Australie, hein, regardons l'impact du changement climatique sur les exploitations australiennes qui sont extrêmement grandes, extrêmement standardisées, extrêmement industrialisées, si je peux m'exprimer ainsi, bien que je n'aime pas trop ce terme parce qu'il recoupe plusieurs aspects. Mais voilà, donc c'est pas après ça qu'il faut qu'on court. C'est après une diversité et des agriculteurs nombreux pour faire face. Merci pour ton avis. Donc on a un commentaire de quelqu'un qui nous dit qu'il confirme son achat de toilettes sèches. Merci pour avoir encouragé tout ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci à Relange aussi, à François, Marianne et Jean-Charles. Le prochain rendez-vous de Relange Bio, c'est demain, mardi 13 avril à 20 h, avec Pascal Corradini, qui est enseignant et membre d'Épinal en transition, des Cigales et de Coopératif, pour un moment qui s'intitule « Vie de la coopération que tu veux voir dans le monde ». Et voilà, donc merci encore à tous, aux gens qui ont été présents ce soir, et à bientôt, à demain, j'ai envie de vous dire. À demain tout le monde. Donc voilà, merci encore à Philippe. On en termine là. On a voulu rester dans un cadre d'1 heure maximum. On leur dépasse un peu, mais voilà. Donc on ne voulait pas aller beaucoup plus loin parce que pour que tous les soirs vous puissiez être présents avec nous. Allez, merci, à bientôt. Bonne soirée.